Rendez-vous à Bagdad de Agatha Christie, traduit de l'anglais par Bernard Blanc. Chapitre 1. Le capitaine Crosby sortit de la banque de l'air, satisfait du monsieur qui, en encaissant un chèque, vient de découvrir qu'il restait sur son compte un tout petit peu plus que ce à quoi il s'attendait. Satisfait, le capitaine Crosby en avait souvent l'air. Il était de ces gens chez qui le contentement de soi est une seconde nature. Trapu et court sur pattes, il avait le teint fleuri, la moustache conquérante et bombait naturellement le torse en marchant. Il s'habillait de façon un peu trop tapageuse et manifestait une certaine propension à la gaudriole, mais la gente masculine le trouvait sympathique. C'était un joyeux drill, assez quelconque, mais brave type, célibataire comme de bien entendu. Rien chez lui qui sorte de l'ordinaire. Des Crosby, il y en a à l'appel au Moyen-Orient. La rue dans laquelle il se retrouva se nommait Bank Street, pour l'excellente raison qu'elle comptait la plupart des établissements bancaires de la ville. À l'intérieur de la banque, il faisait frais, sombre, et ça sentait le moisi. On y parlait bas, et les murmures n'y étaient troublés que par le constant cliquetis d'une myriade de machines à écrire en arrière-plan. Bank Street, en revanche, était écrasée par un soleil de plomb, balayée par des tourbillons de poussière, et tous les bruits imaginables semblaient s'y être rejoints pour participer à l'infernal vacarme ambiant. Ce n'était que vrombissements de moteurs surchauffés, klaxons d'automobilistes exaspérés et vociférations de vendeurs à la criée. Des disputes furibondes éclataient entre des hordes d'énergumènes farouches qui semblaient prêts à s'entre-égorger, mais s'entendaient en fait comme larrons en foire. Des vieillards, des femmes et des enfants poursuivaient les passants pour leur vendre plantes aromatiques, pâtisseries dégoulinantes de miel, oranges, bananes, serviettes éponges, peignes, lames de rasoir et bimbeloteries en tout genre qu'ils transportaient sur des plateaux en fendant la foule. Tout le monde se raclait la gorge et crachait par terre. Des âniers menaient leurs bêtes à contre-courant du flot incessant des véhicules et des piétons, en psalmodiant de lugubres incantations et en criant « Balek, Balek !» Il était 11 heures du matin dans la bonne ville de Bagdad. Le capitaine Crosby arrêta un gamin qui courait comme un dératé, plié en deux par le poids d'un énorme paquet de journaux, et lui en acheta un. Tournant au coin de Bank Street, il s'engagea dans Rashid Street, la rue principale de Bagdad qui, parallèlement au Tigre, traverse la ville sur 7 kilomètres. Là, après s'être accordé le temps de jeter un coup d'œil aux gros titres, il coinça le journal sous son bras, parcourut encore quelques 200 mètres et s'enfonça dans la pénombre d'une venelle qui le mena au centre d'un vaste khan, cour intérieure, au fond de laquelle se découpait une porte ornée d'une plaque de cuivre. Il l'ouvrit et pénétra dans un bureau. Un jeune et impeccable secrétaire irakien abandonna sa machine à écrire pour l'accueillir avec un sourire de bienvenue. « Bonjour, capitaine Crosby. Que puis-je pour votre service ?»« Monsieur Dakin est chez lui ? Parfait, je connais le chemin. » Crosby franchit une porte, grimpa quelques marches tortueuses, suivit un couloir crasseux et frappa à la porte du fond. « Entrez !» lança une voix. Haute de plafond, la pièce était dépouillée à l'extrême. On n'y voyait guère qu'un réchaud à pétrole surmonté d'une soucoupe remplie d'eau, un divan bas garni de coussins devant lequel se dressait une table à thé, et enfin un grand bureau qui avait connu des jours meilleurs. L'électricité était allumée et les jalousies hermétiquement closes. Derrière le bureau qui avait connu des jours meilleurs était assis un grand type maigre qui, lui aussi, avait connu des jours meilleurs. Il avait le visage las et indécis, le visage de quelqu'un qui a raté sa vie, qui le sait, et qui s'en fiche éperdument. Les deux hommes, le Crosby rigolard et sûr de lui, et le Dakin au bout du rouleau, s'observèrent. « Salut, Crosby !» bâilla Dakin.
De retour au Kirkuk ?» L'autre acquiesça d'un signe de tête et tira soigneusement la porte derrière lui. C'était une porte mal peinte, qui ne payait pas de mine, mais possédait une qualité assez inattendue en ces lieux. Elle fermait à la perfection et ne laissait pas passer le plus infime ray de lumière. En fait, elle ne laissait pas non plus passer le moindre son. L'attitude des deux hommes changea alors quelque peu. Le capitaine Crosby perdit de sa suffisance. Les épaules de Dakin se redressèrent et ses manières se firent moins hésitantes. Si quelqu'un s'était trouvé dans la pièce et les avait écoutés, ils auraient découvert avec surprise que le chef, c'était Dakin. « Du nouveau, monsieur ?» demanda Crosby. « Oui », soupira Dakin. Il avait sous les yeux un document qu'il venait tout juste de décrypter. Il nota les 2 dernières lettres et précisa. « Ça va se tenir à Bagdad. » Puis il gratta une allumette, enflamma un des coins du document et le regarda brûler. Lorsque la feuille fut consumée, il souffla doucement dessus. Les cendres se dispersèrent. « Oui, » poursuivit-il, « ils ont choisi Bagdad. Le 20 du mois prochain. Nous sommes priés de veiller à ce que le secret soit bien gardé. » Or, dans les souks, on ne parle déjà plus que de ça depuis 3 jours, grinça Crosby, pince sans rire. Dakin eut un sourire désabusé. Top secret, mon œil. Le top secret, au Moyen-Orient, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Pas vrai, Crosby ? Exact, monsieur. Mais si vous voulez mon avis, on ne le sait plus nulle part. Pendant la guerre, je me suis souvent rendu compte à Londres que le dernier des garçons coiffeurs en savait plus long que le haut commandement. Dans le cas présent, ça n'a d'ailleurs guère d'importance. Si la conférence doit avoir lieu à Bagdad, il faudra bientôt que la chose soit rendue publique. C'est à ce moment-là que la rigolade, en ce qui nous concerne, va commencer. « Vous pensez que cette réunion aura bel et bien lieu, monsieur ?» demanda Crosby, sceptique. « Vous croyez qu'oncle Joe a vraiment l'intention de venir ?» L'oncle Joe du capitaine Crosby faisait irrévérencieusement allusion au chef d'une des superpuissances européennes. « Je crois que cette fois-ci, il viendra, Crosby, » répondit Dakin, pensif. « Oui, je le crois. Et si la rencontre a lieu, si elle a lieu sans anicroche, eh bien, elle peut nous épargner bien des désagréments. Si nous étions seulement capables de parvenir à une sorte d'entente. » Il s'interrompit. Crosby semblait toujours un peu sceptique. « Est-ce que... Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que l'entente est possible ? » Au sens que vous donnez à ce terme, Crosby, probablement pas. S'il ne s'agissait que de mettre en présence 2 hommes défendant des idéologies totalement différentes, sans doute l'affaire se terminerait telle comme d'habitude, dans une suspicion et une incompréhension accrues. Mais il nous faut prendre en compte le 3e élément. Si l'incroyable histoire de Carmichael est vraie... Il se tut. « Mais elle ne l'est certainement pas, monsieur. Elle est trop extravagante. » Dakin resta un moment silencieux. Il revit le visage grave et préoccupé de Carmichael. Il entendit de nouveau son ami qui, de sa voix égale, énonçait des choses folles. Et il se répéta ce qu'il avait pensé à ce moment-là. Ou bien mon meilleur agent, mon agent le plus sérieux, est devenu fou, ou alors, cette histoire est vraie. Carmichael y croyait, répondit-il tristement à Crosby. Tout ce qu'il avait pu découvrir confirmait son hypothèse. Il voulait se rendre là-bas pour en savoir davantage, pour en rapporter des preuves. Ai-je eu raison ou non de le laisser partir ? Je n'en sais rien. S'il ne revient pas, que restera-t-il de tout cela ? Le récit que je peux faire de ce que Carmichael m'a raconté, et qui était déjà de seconde main. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne crois pas. Comme vous dites, c'est tellement extravagant. Mais si Carmichael est en chair et en os à Bagdad, le 20, pour expliquer ce qu'il a vu et pour produire ses preuves... Ses preuves ? Dakin hocha la tête. Oui, il les a. Comment le savez-vous ? La formule convenue,
Le message m'est parvenu par Salah Hassan. Il prit soin de citer le texte avec exactitude. Un chameau blanc chargé d'avoine arrive par la passe. Il marqua un temps avant de reprendre. Carmichael a donc trouvé ce qu'il était allé chercher là-bas. Mais son départ n'est pas passé inaperçu. Ils sont à ses trousses. Tous les chemins qu'il prendra seront surveillés et, ce qui est encore beaucoup plus dangereux, ils l'attendront. Ici. D'abord à la frontière, et s'il parvient à la franchir, un cordon sera tendu autour des ambassades et des consulats. Écoutez ça. Il cueillit des dépêches sur son bureau et se mit à les lire l'une après l'autre. Un Anglais qui se rendait de Perse en Irak au volant de sa voiture personnelle est assassiné. Par des bandits, croit-on. Un marchand kurde qui descendait des montagnes est tué dans une embuscade. Un autre Kurde, Abdul Hassan, soupçonné de se livrer à la contrebande de cigarettes, est abattu par la police. Le cadavre d'un homme, identifié par la suite comme étant un camionneur de nationalité arménienne, est retrouvé sur la route de Rwandez. Tous, notez bien, possédaient à peu près le même signalement. Taille, poids, cheveux, allure correspondent à ceux de Carmichael. Ils ne laissent rien au hasard. Ils sont décidés à l'avoir. Une fois qu'il sera en Irak, le danger sera décuplé. Un jardinier de l'ambassade, un employé du consulat, un fonctionnaire de l'aérodrome, de la douane, des chemins de fer, tous les hôtels surveillés. Un cordon infranchissable. Crosby haussa les sourcils. « Vous pensez que ça a cette ampleur, monsieur ? Aucun doute. Même chez nous, il y a eu des fuites. C'est ça, le pire. Comment puis-je être sûr que nos adversaires ne connaissent pas déjà les dispositions que nous avons prises pour faire revenir Carmichael à Bagdad ? Infiltrer le camp adverse, c'est le premier rudiment du métier. Vous le savez aussi bien que moi. Vous soupçonnez chez nous une personne en particulier ? Dakin secoua lentement la tête dans un geste de dénégation. Crosby soupira et s'enquit. En attendant, nous continuons ? Oui, répondit Dakin. Et en ce qui concerne Crofton Lee, il a accepté de venir à Bagdad. Tout le monde rapplique à Bagdad, conclut Crosby. Et, à vous entendre, même oncle Joe. Mais si, pendant qu'il est ici, quelque chose arrivait au président, les représailles seraient foudroyantes. Rien ne doit se produire, dit Dakin. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème, c'est précisément notre boulot. Une fois que Crosby se fut retiré, Dakin se pencha sur son bureau. Rendez-vous à Bagdad, marmonna-t-il dans sa barbe. Sur son sous-main, il traça un cercle, sous lequel il écrivit Bagdad. Puis, tout autour, il dessina sommairement un chameau, un avion, un paquebot, un petit train crachant sa fumée, et qui tous convergeaient vers le cercle. Dans un coin du sous-main, il ajouta une toile d'araignée. Et au centre de la toile d'araignée, il écrivit un nom. Anna Schiele. Dessous, il traça un gros point d'interrogation. Puis il prit son chapeau et quitta son bureau. Dans Rashid Street, quelqu'un l'aperçut et demanda à son voisin qui c'était. « Ce gars-là ? Bah, c'est Dakin. Il travaille dans une compagnie pétrolière. Un brave type, mais pas bon à grand-chose. Trop mou. Et puis il paraît qu'il boit. Il n'arrivera jamais à rien. Il faut avoir du cran pour réussir dans le secteur. » Vous avez les rapports sur les avoirs Krugenhorf, Miss Schiele ? Bien sûr, Mr. Morgenthal. Efficacité incarnée, Miss Schiele vint poser les papiers devant son patron. Tout en les lisant, celui-ci fit entendre un murmure approbateur. « Ça m'a tout l'air sérieux, dites-moi. »« C'est le moins qu'on puisse dire, Mr. Morgenthal. »« Schwartz est là ? Dans la salle d'attente. Qu'on me l'envoie tout de suite. » Miss Schiele appuya sur l'un des 6 boutons de l'interphone. Puis elle demanda. « Vous avez encore besoin de moi, Mr. Morgenthal ?»« Non, je ne pense pas, Miss Schiele. » Anna Schiele quitta la pièce à pas feutrés. C'était une blonde platinée, mais pas une de ces blondes à tomber à la renverse. Tirés en arrière, ses cheveux d'une pâleur de lin
formait sur sa nuque un rouleau très strict. Ses yeux bleus clairs, intelligents, contemplaient le monde au travers de verres épais. Son visage aux traits fins reflétait la plus parfaite placidité. Ce n'était pas son charme, mais bien plutôt sa compétence qui l'avait aidé à faire son chemin dans l'existence. Dotée d'une mémoire d'éléphant, elle se souvenait de tout jusque dans les plus infimes détails et était capable de vous ressortir des ribambelles de noms, de dates et d'horaires sans avoir à se reporter à ses notes. Son sens de l'organisation lui permettait de faire fonctionner un service entier comme une mécanique bien huilée. Elle était la discrétion même, et son énergie, bien que tenue en bride, ne faiblissait jamais. Otto Morgenthal, directeur général du siège new-yorkais de Morgenthal, Brown & Schipperke, banquiers internationaux, avait parfaitement conscience que sa dette envers Anna Schiele n'était pas de celle dont on pouvait simplement s'acquitter avec de l'argent. Il avait en elle une confiance absolue. Les capacités de la jeune femme, son expérience, son jugement, son calme et son sang-froid n'avaient pas de prix. Il lui versait un gros salaire et lui en aurait versé un plus gros encore pour peu qu'elle le lui ait demandé. Elle savait non seulement tout de ses affaires, mais aussi de sa vie privée. Lorsqu'il l'avait consultée à propos de la deuxième Mrs. Morgenthal, elle lui avait conseillé le divorce et suggéré le montant exact de la pension alimentaire. Elle n'avait, ce faisant, manifesté ni sympathie ni curiosité. De l'avis même de son employeur, ce n'était pas son genre. Il n'imaginait d'ailleurs pas qu'elle puisse éprouver le moindre sentiment et il ne lui était jamais venu à l'esprit de se demander ce qu'elle pensait de la question. Il aurait même été étonné si on lui avait dit qu'elle avait des pensées, ou plus exactement, d'autres pensées que celles concernant la société Morgenthal, Brown & Schipperke, ou les problèmes personnels d'Otto Morgenthal. Aussi fut-il stupéfait de l'entendre déclarer ce soir-là, au moment où elle s'apprêtait à quitter le bureau. « Je voudrais m'absenter de New York 3 semaines, si toutefois cela ne vous contrarie pas trop, Mr. Morgenthal, à compter de mardi prochain. » Hébété, il ne put que balbutier. « Ça va poser des problèmes. Des tas de problèmes. »« Je ne crois pas que ce sera aussi difficile que ça, Mr. Morgenthal. Miss Wygate est parfaitement capable de gérer la situation. Je lui laisserai mes notes et des instructions détaillées. Mr. Cornwall peut se charger de la fusion Asher. » Toujours balbutiant, il s'enquit. « Vous n'êtes pas souffrante, au moins. » Il ne parvenait pas à se représenter Miss Schiele malade. Même les microbes devaient respecter Anna Schiele et s'écarter de son chemin. « Oh non, Mr. Morgenthal, je veux tout bonnement aller à Londres pour voir ma sœur. »« Votre sœur ?» Il ne savait pas qu'elle avait une sœur. Il n'avait jamais pensé qu'Anna Schiele pouvait avoir de la famille ou des amis. Elle n'y avait jamais fait allusion. Et voilà qu'elle parlait d'une sœur qui habitait Londres, comme si la chose allait de soi. Elle qui s'était rendue à Londres avec lui l'automne précédent, mais n'en avait pas une fois soufflé mot à l'époque. Éprouvant l'étrange sentiment d'être un peu trahi, il murmura. « Je ne savais pas que vous aviez une sœur en Angleterre. » Anna Schiele esquissa l'ombre d'un sourire. « Eh bien, si, Mr. Morgenthal. Elle est mariée à un Anglais qui travaille au British Museum. Elle doit subir une opération délicate. Elle souhaite que je sois à ses côtés. J'aimerais y aller. » Otto Morgenthal comprit qu'en d'autres termes, elle avait décidé de passer outre à ses objections. « D'accord, grommela-t-il. Mais revenez dès que possible. Je n'ai jamais vu le marché si instable. Tout ça à cause de ce fichu communisme. La guerre peut éclater d'un moment à l'autre. Je me dis parfois que c'est la seule solution. Le pays tout entier est noyauté. Noyauté par ces salopards. Et ne voilà-t-il pas maintenant le président qui décide de se rendre à cette stupide conférence de Bagdad? C'est un coup monté, si vous voulez que je vous dise. Tous les tueurs seront au rendez-vous. Il va se faire assassiner. Bagdad! On ne pouvait pas imaginer pire. « Oh, je suis sûre qu'il sera très bien protégé, » répliqua Anna Schiele, apaisante. « Ils ont abattu le Shah de Perse l'année dernière, non? Et ils ont descendu Bernadotte en Palestine. Allez, là-bas, c'est de la folie furieuse. Voilà ce que c'est, de la folie furieuse. » Remarquez, ajouta Mr. Morgenthal au comble de l'accablement, le monde entier est devenu fou à lier.
Chapitre 2. Écroulée sur un banc des Fitzjames Gardens, Victoria Jones broyait du noir. Abîmée dans ses pensées, on pourrait même aller jusqu'à parler de considérations philosophiques. Elle mesurait l'ampleur des inconvénients qu'il y avait à faire étalage de ses talents cachés sans prendre préalablement soin de choisir son moment. Victoria, comme la plupart d'entre nous, avait ses qualités et ses défauts. À son crédit, on pouvait porter courage, chaleur humaine et générosité. Quant à son naturel aventureux, il pouvait fort bien être jugé plus critiquable que méritoire à une époque comme la nôtre qui accorde tant de prix à la sécurité. Mais son principal défaut, c'était sa propension au mensonge, que le moment fût ou non opportun. Elle n'était jamais parvenue à combattre son goût pour la fiction au détriment de la réalité. Elle mentait avec une aisance remarquable et une sorte de ferveur artistique. Si Victoria arrivait en retard à un rendez-vous, et c'était souvent le cas, elle ne se contentait pas de prendre banalement pour excuse que sa montre s'était arrêtée, ce qui en fait était souvent le cas, ou que l'autobus s'était fait attendre. Il lui paraissait préférable d'inventer qu'elle avait été retardée par un éléphant en fuite qui s'était couché devant l'autobus, ou encore par la palpitante attaque à main armée de la boutique où elle faisait ses emplettes, attaque au cours de laquelle elle avait personnellement apporté son aide aux forces de police. Pour Victoria, le paradis serait été un monde où des tigres se seraient promenés dans le Strand et où Tooting aurait été infesté par la pègre. Si Victoria, grande et mince, était fort bien faite et possédait des jambes magnifiques, les traits un peu mous de son visage étaient à première vue quelconques. Un second coup d'œil faisait pourtant entrevoir le piquant du personnage. Frimousse en caoutchouc, comme l'avait surnommé un de ses admirateurs, pouvait contrefaire de façon saisissante à peu près n'importe qui. Ce talent était à la source de ses ennuis du moment. Sténodactylo chez Mr. Greenholz, de Greenholz, Simons and Lederbetter, Graceholm Street, WC2, Victoria avait décidé d'égayer une matinée un peu morne à son gré en régalant les trois autres secrétaires et le garçon de bureau d'une imitation saisissante de Mrs. Greenholz effectuant un raid éclair dans le bureau de son époux. Persuadée que Mr. Greenholz s'en était allé faire la tournée de ses avocats, Victoria avait donné le meilleur d'elle-même. « Pourquoi tu dis comme ça ? Qu'on peut pas se payer ce canapé Cole, papa ?» avait-elle geint d'une voix pointue. « Mais c'est Steve Takis, elle en a un satin bleu électrique. Tu dis que c'est l'argent qu'elle fait pas des petits ? Mais alors, pourquoi tu sors cette poufiasse blonde ? Et que je te la fasse dîner, et que je te la fasse danser, et que je te la... Ah, tu croyais que j'étais pas au courant ? Et si tu sors cette blonde, alors moi, j'ai droit à mon canapé, tout capitonné violet avec des coussins à franges dorées. Quand tu me chantes que c'est un dîner d'affaires et que tu rentres avec du rouge à lèvres sur ta chemise, t'as pas l'air de la moitié d'une andouille, c'est moi qui te le dis. Alors, j'ai le canapé Knoll et je commande l'étole de Vison, très belle, qu'elle ressemble à du vison, mais que c'est pas exactement du vison. Et je la paie pas cher, même que c'est une affaire. » Le lâchage soudain de son public, d'abord attentif et ravi, mais qui venait de se remettre précipitamment au travail, l'avait fait se retourner, pour découvrir Mr. Greenholz qui l'observait depuis le pas de la porte. Ignorant la phraséologie d'usage en de telles circonstances, elle s'était contentée d'un « Oh !» étranglé. Mr. Greenholz, quant à lui, avait poussé un grommellement de mauvais augure. Il s'était débarrassé de son manteau avec humeur et engouffré dans son bureau en claquant la porte derrière lui. L'interphone avait presque aussitôt bourdonné. 2 coups rapides et un long. C'était Victoria qu'il convoquait. « C'est pour toi, Jones », avait bien inutilement souligné l'une de ses collègues, chez qui le malheur d'autrui mettait le soleil dans les yeux. Les 2 autres dactylos y étaient allés de leur grain de sel. « Qu'est-ce que tu vas prendre, Jones ?»« Le savon de ton existence, ma poule. » Quant au garçon de bureau, ignoble individu s'il en fut jamais, il s'était borné à promener son index autour de sa gorge
en laissant échapper un crissement sinistre. Victoria avait ramassé son bloc et son crayon et, rassemblant son courage, s'était dirigée vers le bureau de Mr. Greenholz. « Vous m'avez demandé, monsieur ?» avait-elle murmuré en posant sur son patron un regard où se lisait toute l'innocence du monde. De la main gauche, Mr. Greenholz était en train de froisser 3 billets d'1 livre, tandis que, de la dextre, il fouillait dans sa poche à la recherche de menus monnaies. « Ah, vous voilà !» avait-il commenté. « Je crois que je vous ai assez vue, ma fille. Voyez-vous une seule raison pour que je ne vous paie pas une semaine de salaire à titre de préavis et que je ne vous flanque pas dehors à la minute ?» Victoria, qui était orpheline, ouvrait déjà la bouche pour expliquer que l'état critique de sa mère en train de subir en ce moment précis une grave opération l'avait elle-même affectée au point de lui faire très provisoirement perdre ses esprits, et qu'en outre, son maigre salaire était l'unique moyen de subsistance de la sudite mère à l'agonie. Quand, jetant un coup d'œil au visage mauvais de Mr. Greenholz, elle avait refermé la non moins sudite bouche et changé ses batteries. « Rigoureusement aucune, je suis 1000 fois d'accord avec vous, » avait-elle répondu avec un enthousiasme teinté d'affabilité. « J'estime que vous prenez la plus sage des décisions, si vous suivez le fil de ma pensée. » Mr. Greenholz en était demeuré quoi? Il n'avait pas l'habitude de voir accueillir ses licenciements avec de telles marques d'allégresse. Pour masquer sa déconvenue, il s'était mis à recompter sa monnaie. « Il manque 9 pence, avait-il marmonné. « Qu'à cela ne tienne, avait éludé Victoria avec gentillesse. Gardez-les pour aller au cinéma et offrez-vous des esquimaux glacés. Je ne crois pas avoir de timbre non plus. Aucune importance, je n'écris jamais. Je pourrais vous les faire parvenir, avait suggéré Mr. Greenholz sans grande conviction. Ne vous compliquez pas l'existence, avait tranché Victoria, magnanime. Et parlons plutôt certificat. La colère de Mr. Greenholz était repartie de plus belle. Pourquoi diable vous donnerais-je un certificat? Avait-il éructé hors de lui. C'est la coutume, avait fait remarquer Victoria. Mr. Greenholz avait empoigné une feuille de papier où il avait griffonné quelques lignes à la hâte avant de la lui tendre. Ça vous ira? Miss Jones est restée 2 mois chez nous en qualité de sténodactylo. Sa sténo laisse à désirer et elle ignore tout de l'orthographe. Elle vient de se voir signifier son congé car elle fait preuve de dissipation pendant les heures de bureau. Victoria avait fait la grimace. Pas précisément une recommandation, avait-elle relevé. Ce n'était pas censé en être une, avait rétorqué Mr. Greenholz. J'estime, avait récriminé Victoria, que vous pourriez au moins déclarer que je suis honnête, sobre et respectable. C'est vrai, quoi. Et ajouter éventuellement que je suis discrète. Discrète? Avait aboyé Mr. Greenholz. Victoria avait soutenu son regard, innocente comme au premier jour. Oui, discrète, avait-elle répété avec douceur. Se souvenant de diverses lettres par lui dictées à Victoria, Mr. Greenholz avait opté pour la prudence. Récupérant le certificat d'un geste brusque, il l'avait déchiré et en avait rédigé un autre. Miss Jones est restée 2 mois chez nous en qualité de sténodactylo. Elle nous quitte suite à une compression de personnel. Qu'est-ce que vous dites de celui-là? J'ai déjà vu mieux, avait-elle répondu. Mais ça ira. Et c'est ainsi qu'avec sa paye d'1 semaine, moins 9 pence, dans son sac, Victoria méditait sur un banc des Fitzjames Gardens, triangle d'arbustes tristounets enserré entre une église et un entrepôt. Quand par hasard il ne pleuvait pas à verse, Victoria achetait dans un milk bar un sandwich au fromage et un autre à la laitue et à la tomate, et avalait ce repas frugal dans cet environnement pseudo-campagnard. Tout en mâchonnant son sandwich d'un air pensif, elle se disait, et ce n'était pas la première fois, qu'il y avait un temps et un lieu pour tout, et qu'un bureau n'était décidément pas l'endroit où imiter la femme de son patron. À l'avenir, il lui faudrait réfréner l'exubérance naturelle qui la poussait à transformer une corvée ennuyeuse en partie de plaisir. En attendant,
elle était libérée de Greenholz, Simons and Leatherbetter, et la perspective de se mettre en quête d'un autre emploi la réjouissait à l'avance. Elle n'aimait rien tant que se lancer dans un nouveau job. Sait-on jamais, se répétait-elle volontiers, ce qui peut arriver. Elle venait de distribuer ses dernières miettes de pain à 3 moineaux qui se livrèrent aussitôt à une lutte fratricide pour leur possession, quand elle s'avisa qu'un jeune homme était assis à l'autre extrémité de son banc. Elle avait vaguement noté sa présence un instant plus tôt, mais, l'esprit tout plein de bonnes résolutions pour l'avenir, elle n'avait pas eu, jusqu'alors, le loisir de l'examiner de plus près. Ce qu'elle découvrait maintenant, du coin de l'œil, lui plut infiniment. C'était un beau garçon, blond comme un angelot, mais avec un menton volontaire et des yeux insoutenablement bleus, qui n'avaient cessé, conjectura-t-elle, de la dévorer depuis un moment dans un élan d'admiration discrète. Victoria ne répugnait pas à engager la conversation avec de beaux inconnus dans les lieux publics. Mais elle estimait posséder suffisamment de discernement pour ne pas commettre d'impair et avoir assez de défense pour résister aux éventuels débordements de mâles esselés. Elle lui sourit de toutes ses dents, et le jeune homme réagit comme une marionnette dont on tire les fils. « Bonjour, dit-il. Joli coin, n'est-ce pas? Vous venez souvent ici? Presque tous les jours. Bien ma veine de n'y avoir pas mis les pieds plus tôt. C'était votre déjeuner que vous preniez? Oui. J'ai l'impression que vous ne mangez pas assez. Avec 2 sandwichs, moi, je mourrais de faim. Que diriez-vous si nous nous offrions une saucisse au coin de Tottenham Court Road? Non merci, je suis repue. Je ne pourrai plus rien avaler pour le moment. Elle s'attendait à l'entendre proposer, une autre fois alors, mais tel ne fut pas le cas. Il se contenta de soupirer, puis « Je m'appelle Edward. Et vous ?»« Victoria. »« Pourquoi vos parents vous ont-ils donné un nom de gare ?»« Victoria, ce n'est pas seulement une gare. Il y a aussi la reine Victoria. »« C'est vrai. Et votre nom de famille, c'est quoi ?»« Jones. »« Victoria Jones, » murmura Edward en s'en gargarisant comme on goûte un grand cru. « Non, ça ne va pas ensemble. » « Vous avez entièrement raison, » déclara Victoria avec chaleur. « Si je m'appelais Jenny, ça sonnerait beaucoup mieux. Jenny Jones. » Victoria réclame un nom de famille qui ait davantage de classe. Victoria Sackville-West, par exemple. Voilà le genre de machin qu'il faudrait. Un nom dont on est plein la bouche. « Vous pourriez accoler un truc quelconque à Jones, » conseilla Edward, soucieux de rendre service. « Bedford Jones, » murmura-t-elle. Carisbrooke Jones, Sinclair Jones, Lansdale Jones. Cet agréable divertissement fut interrompu par le coup d'œil qu'Edward accorda à sa montre et l'exclamation horrifiée qui s'ensuivit. « Il faut que je me grouille d'aller retrouver mon satané patron. Pas vous ? » « Je suis chômeuse. On m'a virée ce matin. »« Oh, pas possible. Je suis navré, » dit Edward avec une vraie sollicitude. « Bah, inutile de gaspiller votre pitié, parce que moi, ça ne me navre pas le moins du monde. Et ce parce que, primo, je me recaserai facilement, et que, par-dessus le marché, je me suis amusée comme une folle. » Et retardant d'autant le retour d'Edward à ses obligations, elle lui fit un compte-rendu drôlatique de la scène du matin, reprenant pour le plus grand plaisir du jeune homme son imitation de Mrs. Greenholz. « Vous êtes vraiment merveilleuse, Victoria, » s'exclama-t-il. « Vous devriez faire carrière sur les planches. » Victoria accepta le compliment avec un sourire reconnaissant. Puis lui fit remarquer qu'il avait intérêt à filer en vitesse s'il ne voulait pas être saqué lui aussi. « Ouais, d'autant que je ne trouverai pas un autre boulot aussi facilement que vous. Ça doit être formidable d'être une bonne sténodactylo, dit-il, avec une pointe d'envie dans la voix. En fait, je ne suis pas une bonne sténodactylo, avoua Victoria avec franchise. Mais heureusement, par les temps qui courent, même les plus tartes réussissent à dégoter un emploi, ne serait-ce que dans l'enseignement ou les œuvres de bienfaisance. On vous y paye des clopinettes, alors on est bien obligé de se rabattre sur des nullités dans mon genre. Ce que je préfère, ce sont les jobs qui donnent dans l'érudition. Tous ces noms, ces termes et appellations scientifiques sont si effarants
De toute façon, que même si vous les orthographiez de travers, ça ne vous fait ni chaud ni froid, parce que vous vous dites que personne n'y verra que du feu. Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous venez de quitter l'armée. Vous étiez dans la RAF? Gagné. Pilote de chasse? Encore gagné. Ils se débrouillent comme des chefs pour nous recaser dans le civil et tout. Mais l'ennui, voyez-vous, c'est que nous avons le cerveau pas plus gros qu'un petit pois. C'est vrai, quoi. Dans la RAF, on n'avait pas besoin d'avoir inventé la poudre. Ils m'ont collé dans un bureau avec tout un tas de dossiers et de chiffres et de trucs sur lesquels j'étais censé me creuser le ciboulot. Tant et si bien que je me suis défilé. Ça me semblait complètement inutile, de toute façon. Seulement voilà, découvrir qu'on n'est plus bon à rien, ça vous fiche un sacré coup de bambou. Victoria acquiesça d'un signe de tête compréhensif. Edward poursuivit avec amertume. Je ne suis plus dans le coup. Je suis devenu un laissé-pour-compte. Pendant la guerre, ça allait. On pouvait tirer son épingle du jeu. J'ai eu la DFC, par exemple. La Distinguished Flying Cross, si vous préférez. Une décoration réservée à la crème des aviateurs. Mais maintenant, patatras. Je pourrais aussi bien décider de faire le grand plongeon. Mais il devrait pourtant y avoir... Victoria se tut. Elle ne trouvait pas les mots pour traduire sa conviction que les qualités qui avaient valu la DFC à son vaillant détenteur devraient lui permettre d'obtenir également une place méritée, quelque part, dans ce petit monde de 1950. « Ça m'a ratiboisé le moral », répéta Edward. « De découvrir que je n'étais bon à rien, j'entends. Allez, il serait grand temps que je file. Est-ce que ça vous embêterait si... Est-ce que ce serait pas trop culotté de ma part de... Oh, rien que... Et, tandis que Victoria écarquillait les yeux de surprise, Edward, apoplectique et bégayant, sortit un petit appareil photo. « J'aimerais tellement avoir un instantané de vous. Vous voyez, je pars demain pour Bagdad. »« Pour Bagdad ?» s'exclama Victoria, au comble de la déception. « Oui, autant dire que, maintenant, je préférerais ne pas y aller. Ce matin, j'étais pourtant fou de joie à cette idée. C'était pour ça, au fond, que j'avais accepté ce job. Pour quitter ce pays. »« C'est quoi comme travail ?»« L'horreur. Culture, poésie, le diable et son train, quoi. Mon patron, c'est un certain professeur Rathbone, avec une ribambelle de titres à la suite de son nom. Un type qui vous regarde avec un air inspiré à travers son pince-nez. Il est obsédé par le progrès intellectuel, dont il veut semer la graine à tous les vents. Il ouvre des librairies dans les trous les plus invraisemblables. Il en inaugure une à Bagdad. Il fait traduire les œuvres de Shakespeare et de Milton en arabe, en kurde, en persan, en arménien, et il les diffuse à tout va. C'est idiot, à mon avis, parce qu'on a le British Council pour faire rigoureusement la même chose, exactement dans le même genre d'endroit. Mais enfin, c'est comme ça. Ça m'assure mon quotidien, je ne devrais donc pas m'en plaindre. « Et qu'est-ce que vous allez faire, au juste ?» insista Victoria. « Bof, au fond, ça va revenir à jouer au béni oui-oui et à l'homme à tout faire du vieux birbe. Acheter les billets, prendre les réservations, s'occuper des passeports, vérifier l'empaquetage de tous ces abominables petits bouquins de poésie, courir à droite et à gauche. Et quand nous serons là-bas, je suis censé réunir tous les peuples, une espèce de glorieux mouvement de la jeunesse, dans une avancée commune vers l'élévation spirituelle. » Le ton d'Edward trahissait de plus en plus la profondeur de sa mélancolie. « Franchement, c'est plutôt abominable, n'est-ce pas ?» Victoria se sentait bien incapable de prétendre le contraire. « Alors, vous voyez, reprit Edward, si ça ne vous embête pas trop, une photo de profil et une de face. Oh, ne bougez plus, c'est parfait. » L'appareil fit entendre 2 déclics et Victoria eut cette espèce de frémissement satisfait des jeunes femmes conscientes d'avoir fait impression sur un membre attirant du sexe opposé. « Que c'est bête d'être obligé de partir juste au moment où je vous rencontre, » poursuivit Edward. « J'ai presque envie de tout plaquer. Mais je ne peux quand même pas laisser tomber à la dernière minute. Pas après ces horreurs de formulaires et de visas et tout le Bataclan. Ça serait un sale coup, pas vrai ? Au bout du compte, la situation sera peut-être moins atroce que vous l'imaginez, dit Victoria sur un ton consolateur.
Oh oui, fit Edward, pas franchement convaincu. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a là-dedans un truc pas net. Pas net ? Oui, un tantinet louche. Un peu suspect sur les bords. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Mais on a parfois ce genre d'intuition. J'ai eu ça un jour, avec mon alimentation en carburant. J'ai commencé à me faire des cheveux. J'étais sûr qu'il y avait une valve coincée dans le mécanisme de la pompe de secours. L'anecdote fut exposée en des termes techniques qui la rendirent quasi inintelligible à Victoria. Mais la jeune femme en saisit néanmoins l'idée générale. « Vous pensez que c'est avec lui que le bas blesse ? Avec Rathbone ? » ?»« Je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Bon sang, il est respectable, comme ça n'est pas permis, cultivé, que ça en fait peur, et il est membre de toutes les sociétés savantes possibles et imaginables, et du genre à copiner avec les archevêques et les directeurs de lycée. Non, c'est juste une impression. On verra bien. Au revoir. Je donnerai cher pour que vous veniez avec moi. »« Et moi donc ?» répondit Victoria. « Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Passer à l'agence Saint-Gildrick dans Gower Street et chercher une autre place, » expliqua Victoria d'un air sombre. « Au revoir, Victoria. »« Partir, c'est mourir on peut, » psalmodia Edward dans un français approximatif et avec le plus effroyable des accents anglais. Ces zigotos de Frenchy en connaissent un rayon. Nos compatriotes se contentent de radoter sur le doux chagrin de la séparation. Quel pauvre type !»« Au revoir, Edward. Bonne chance. »« Je n'ose imaginer que vous penserez à moi. »« Bien sûr que si. Vous êtes tellement différente de toutes les filles que j'ai rencontrées. Je peux vous appeler Charing Cross, dans mes souvenirs, histoire de lutter contre le mal du pays. Je voudrais juste... » Le clocher carillonna le quart. « Oh, bon sang, il faut que je fonce. » S'éloignant rapidement, il fut aussitôt englouti par l'immense estomac de Londres. Restée sur son banc et perdue dans ses réflexions, Victoria, quant à elle, avait conscience que le fil de ses pensées partait dans deux directions distinctes. D'un côté, elle songeait à Roméo et Juliette. Elle se disait que, d'une certaine façon, Édouard et elle étaient dans la situation de cet infortuné tandem, même si Roméo et Juliette avaient sans doute exprimé leurs sentiments dans une langue d'une toute autre élégance. Mais leur situation, encore une fois, était similaire. Une rencontre, une attirance immédiate et la frustration. Deux cœurs aimants que l'on séparait. Le souvenir d'une comptine que lui chantait souvent sa vieille nourrice lui revint en mémoire. Jumbo dit à Alice « Je vous aime ». Alice dit à Jumbo « Je ne vous crois pas, car si vous m'aimiez vraiment, comme vous le prétendez, vous ne partiriez pas pour l'Amérique en me laissant aux eaux. Vous remplaciez l'Amérique par Bagdad, et le tour était joué. » Finalement, Victoria se leva, secoua les miettes de ses genoux et quitta d'un bon pas les Fitzjames Gardens en direction de Gower Street. Elle venait de prendre deux décisions. La première, c'était que, telle Juliette, elle était tombée amoureuse de ce garçon et qu'elle avait l'intention fermement arrêtée de mettre le grappin dessus. Et la seconde, que, puisque Edward se trouverait bientôt à Bagdad, elle n'avait pas d'autre solution que de se rendre à Bagdad elle aussi. Ce qui occupait désormais son esprit, c'était de découvrir comment elle pourrait y parvenir. Qu'il existât un moyen d'y arriver, elle n'en doutait pas un instant. C'était une jeune femme dotée d'un bel optimisme et d'une grande force de caractère. « Il n'y a pas à tortiller, » se dit-elle. « Il faut que j'aille à Bagdad. » Chapitre 3. Le Savoy Hotel reçut Miss Anna Shelley avec l'empressement qu'il convient d'accorder à un personnage important doublé d'une cliente de longue date. On s'enquit auprès d'elle de la santé de Mr. Morgenthal, et on lui assura que si sa suite ne lui plaisait pas, elle n'avait qu'à le dire, car Anna Shelley était synonyme de « dollar ». Elle prit un bain, s'habilla, passa un appel téléphonique à Kensington, puis emprunta l'ascenseur pour redescendre. Elle franchit la porte à tambour, appela un taxi
et donna l'adresse de quartier dans Bond Street. Tandis que sa voiture sortait de la voie d'accès au Savoy et s'engageait dans le Strand, un petit homme au teint basané, jusque-là plongé dans la contemplation d'une vitrine, jeta soudain un coup d'œil à sa montre et héla un taxi fort opportunément en maraude, et dont le chauffeur était resté curieusement sourd, un peu plus tôt, aux appels d'une Maritorne chargée de paquets. Ce second taxi commença à suivre l'autre dans le Strand. Alors que les deux voitures se trouvaient immobilisées par les feux rouges à l'entrée de Trafalgar Square, le petit homme regarda par la vitre de gauche et fit un geste discret de la main. Une automobile particulière, stationnée dans une contre-allée près d'Admiralty Arch, démarra aussitôt et se glissa dans le trafic, à la suite du deuxième taxi. La circulation reprit, tandis que le taxi d'Anna Schiele prenait la file de gauche dans Pall Mall. Le second, avec le petit homme basané, s'en alla à droite et tourna autour de Trafalgar Square. Le troisième véhicule, en revanche, une Standard grise, resta derrière Anna Schiele. Elle transportait 2 personnes. Au volant, un jeune homme blond à la mine nonchalante et, à côté de lui, une jeune femme vêtue avec élégance. La Standard suivit le taxi d'Anna Schiele dans Piccadilly, puis dans Bond Street. Là, elle s'arrêta un instant contre le trottoir, et sa passagère remercia le conducteur d'une formule banale. « Merci 1000 fois », et elle descendit. La voiture redémarra. La jeune femme s'éloigna en jetant de ci, de là, un coup d'œil aux vitrines. Un embouteillage arrêta le trafic. La promeneuse dépassa la Standard et le taxi d'Anna Schiele. Elle arriva chez Cartier et entra. Anna Schiele régla son chauffeur et pénétra à son tour chez le bijoutier. Elle resta un certain temps à regarder divers bijoux. Finalement, elle choisit un saphir et une bague de diamants. Elle paya avec un chèque sur une banque de Londres. À la vue de la signature, le vendeur manifesta un empressement accru. « Nous sommes ravis de vous revoir à Londres, Miss Schiele. Mr. Morgenthal est-il en ville ?»« Non. »« Je me demandais, nous avons ici un très beau saphir étoile. Je sais que Mr. Morgenthal s'intéresse à ces pierres-là. Voudriez-vous le voir ?» Elle accepta, admira le bijou comme il convenait et promit d'en parler à son patron. Lorsqu'elle ressortit dans Bond Street, l'autre jeune femme, qui s'était fait présenter des boucles d'oreilles, avoua qu'elle était incapable de se décider et quitta la boutique à son tour. La Standard grise, qui avait tourné à gauche dans Grafton Street et était allée jusqu'à Piccadilly, remontait de nouveau Bond Street. La jeune femme fit comme si elle ne la connaissait pas. Anna Schiele avait pris Burlington Arcade. Elle entra chez un fleuriste, où elle commanda 3 douzaines de roses à longue tige, une coupe de grosses violettes odorantes, une douzaine de branches de lilas blanc et un bouquet de mimosas. Elle donna une adresse, où les faire livrer. 12 livres 18 shillings, madame. Elle paya et sortit. La jeune femme, qui venait juste d'arriver, demanda le prix des primes verts, mais ne les acheta pas. Anna Schiele traversa Bond Street, emprunta Burlington Street, puis tourna dans Savile Row. Là, elle poussa la porte de l'un de ces tailleurs qui, bien que fournissant essentiellement la jante masculine, condescendaient à l'occasion à couper un ensemble pour certains membres privilégiés du beau sexe. Mr. Bolford reçut Miss Schiele avec toute la considération due à une cliente de choix et discuta avec elle des tissus du futur vêtement. « Par bonheur, je peux vous fournir notre propre qualité d'exportation. Quand rentrez-vous à New York, Miss Schiele ?»« Le 23. Nous aurons donc le temps de nous occuper de cela comme il faut. Vous prenez l'avion, j'imagine. »« Oui. »« Et comment vont les affaires en Amérique ? Ici, elles sont déplorables. Oui, vraiment déplorables. » Mr. Bolford hocha la tête comme un médecin décrivant un malade. « Personne n'a plus le cœur à l'ouvrage, si vous voyez ce que je veux dire. Et on ne trouve plus personne qui s'énorgueillisse de faire du bon travail. Est-ce que vous savez qui va couper votre ensemble, Miss Schiele ? Mr. Lundwick. Il a 72 ans, et c'est le seul homme à qui je puisse faire entièrement confiance quand il s'agit de s'occuper de nos meilleurs clients. Tous les autres... » Tous ces autres. Les mains potelées de Mr. Bolford les renvoyèrent d'un geste dans les limbes. La qualité. Ce pays était célèbre pour cela. La qualité. Rien de bon marché, rien de tapageur. Lorsque nous nous essayons à la production en masse, nous ne sommes pas à la hauteur.
C'est un fait. Cela, c'est la spécialité de votre pays, Miss Chile. Nous, ce que nous devons défendre et porter bien haut, je le répète, c'est le flambeau de la qualité. Travaillez, prenez de la peine, ne ménagez pas votre temps et fabriquez un article que personne au monde ne pourra surpasser. Bon, quel jour fixons-nous pour le premier essayage, Miss Chile? Dans 8 jours? À 11h30? Merci infiniment. Se frayant un chemin à travers les masses sombres et archaïques des balles de tissu, Anna Chile émergea de nouveau à la lumière. Elle héla un taxi et regagna le Savoy. Un second taxi, garé de l'autre côté de la rue et au fond duquel se blottissait le petit homme basané, suivit le même itinéraire, mais n'emprunta pas l'allée du Savoy. Il s'en fut tourné sur l'embankment où il chargea une petite femme bien en chair qui venait de sortir par la porte de service du Savoy. « Alors, Louisa, vous avez visité sa chambre ?»« Oui, rien de rien. » Anna Chile déjeuna au restaurant. Une table lui avait été réservée près de la fenêtre. Le maître d'hôtel prit la liberté de lui demander en termes quasi affectueux des nouvelles d'Otto Morgenthal. Après le repas, Anna Chile prit sa clé et monta dans sa suite. On avait fait le lit, changé les serviettes dans la salle de bain, et tout brillait comme un sous-neuf. Elle s'approcha des 2 valises légères qui constituaient son bagage. L'une était ouverte et l'autre fermée. Elle jeta un coup d'œil au contenu de la première. Puis elle prit les clés de la seconde dans son sac et l'ouvrit. Tout était en ordre et plié comme elle l'avait laissé, et aucune de ses affaires, apparemment, n'avait été touchée ni dérangée. Sur le dessus était posé un porte-documents de cuir et, dans un coin, un petit Leica, avec 2 rouleaux de pellicule. Ceux-ci étaient encore munis de leur sceau d'origine. Anna fit courir son ongle sur la patte du porte-documents et la souleva. Un léger sourire s'inscrivit sur ses lèvres. Le cheveu blond, presque invisible, qu'elle y avait posé, avait disparu. Elle répandit adroitement un peu de poudre sur le cuir brillant du porte-documents, puis elle souffla. La surface de celui-ci resta propre et luisante. Aucune empreinte. Or, le matin même, après avoir passé de la brillantine sur ses cheveux d'une blondeur de lin, elle l'avait tenu entre ses doigts. Il aurait donc dû y avoir des empreintes. Les siennes. Elle sourit de nouveau. Joli boulot, se dit-elle en elle-même, mais cependant pas tout à fait à la hauteur. Elle mit rapidement quelques effets personnels dans une petite mallette et redescendit. Elle fit appeler un taxi et indiqua au chauffeur le 17 Elmsley Gardens. Elmsley Gardens était une petite place calme et vieillotte, nichée au cœur de Kensington. Anna paya son taxi et gravit en courant le perron d'une maison dont la peinture s'écaillait. Elle sonna. Une personne d'un certain âge lui ouvrit et la dévisagea d'un œil soupçonneux avant qu'un large sourire de bienvenue ne vienne illuminer ses traits. « Eh bien, c'est Miss Elsie qui va être heureuse de vous voir. Elle est dans le bureau, tout au fond. Si elle a gardé le moral, c'est bien parce qu'elle savait que vous veniez. » Anna parcourut rapidement le long couloir sombre et ouvrit la porte du fond. Elle pénétra dans une petite pièce désuète mais confortable, au gros fauteuil de cuir usé. La femme qui était assise dans l'un d'eux se leva d'un bond. « Anna, ma chérie !»« Elsie !» Elles s'embrassèrent avec affection. « Tout est arrangé, dit Elsie. Je suis hospitalisée ce soir. J'espère vraiment que... »« Courage, murmura Anna. Tout se passera le mieux du monde. » Emmitouflé dans son imperméable, le petit homme basané pénétra dans une cabine téléphonique à High Street Kensington Station et composa un numéro. « Le Walhalla Gramophone Annecy ?»« Oui. »« Ici Sanders. »« Sanders du fleuve ? De quel fleuve ? » ?»« Sanders du Tigre. Rapport sur AS. Arrivé de New York ce matin. Est allé chez Cartier. A acheté un saphir et une bague en diamant. Coût 120 livres. Est passé chez un fleuriste, Jane Kent, 12 livres 18 shillings de fleurs. A livré à une clinique de Portland Place. A commandé un tailleur chez Boldford and Ivory. Aucune de ces maisons n'est connue pour avoir des contacts suspects. Mais à l'avenir, elles feront l'objet d'une surveillance renforcée. La chambre d'AS au Savoy a été visitée. Rien d'anormal. Un porte-documents, dans l'une des valises, contenait des papiers sur la fusion Paper Wolfenstein. Tout était normal.
un appareil photo et 2 rouleaux de pellicule, apparemment neufs. Les films pouvaient être des documents photostatiques. Ils ont été remplacés par d'autres. Mais on sait après examen qu'ils étaient vierges. A.S. a pris une mallette et s'est rendu chez sa sœur au 17 Elmsley Gardens. La sœur entre ce soir en clinique. Portland Place, pour se faire opérer. Information confirmée par la clinique et l'agenda du chirurgien. La visite de A.S. semble parfaitement normale. A.S. n'a montré aucune inquiétude d'être suivie et ne paraît pas se douter qu'elle fait l'objet d'une surveillance. Il semble vraisemblable qu'elle passera la nuit à la clinique. Elle a conservé sa chambre au Savoy. Elle rentre à New York par avion le 23. Billet retenu pour cette date. L'homme qui s'était présenté comme Sanders du fleuve s'interrompit un instant, puis ajouta sur un ton qui n'avait plus rien d'officiel. « Et si vous voulez mon avis, on s'est fourré le doigt dans l'œil. Elle flanque l'argent par les fenêtres, c'est apparemment tout ce qu'elle sait faire. 12 livres, 18 shillings de fleurs. Je vous demande un peu. » Chapitre 4. Pas une seconde, Victoria n'envisagea qu'elle pouvait échouer. Ce qui en dit long sur l'optimisme foncier de cette jeune personne. Et qu'on ne vienne pas la bassiner avec ces histoires de navires qui se croisent dans la nuit avant que de s'en aller se perdre à l'horizon sans fin. Il n'en demeurait pas moins fâcheux qu'au moment précis où elle venait, et oui, à quoi bon se voiler la face, de s'amouracher d'un garçon à tomber à la renverse, le dit garçon fut sur le point de partir à 5000 kilomètres de là. Il aurait pu tout aussi bien aller à Aberdeen ou à Bruxelles, ou même à Birmingham. C'était bien sa veine s'il s'agissait de Bagdad, pensa Victoria. Mais quoi qu'il en soit, et quels que puissent être les aléas de l'entreprise, elle avait l'intention bien arrêtée de se rendre coûte que coûte à Bagdad. Elle remonta Tottenham Court Road en se demandant comment elle y parviendrait. Bagdad. Qu'est-ce qui marchait à Bagdad? D'après Edward, la culture. Pouvait-elle jouer cette carte-là? L'UNESCO envoyait des gens aux 4 coins de la planète, parfois même dans des endroits positivement divins. Mais il s'agissait en général de jeunes filles supérieurement intelligentes, bardées de titres universitaires, et déjà sur la brèche depuis un bon bout de temps. Décidant de procéder par ordre, elle se renseigna dans une agence de voyage. On se rendait, semblait-il, à Bagdad sans la moindre difficulté. On pouvait y aller en avion ou par mer jusqu'à Bassora, ou encore prendre le train jusqu'à Marseille, et puis le bateau jusqu'à Beyrouth et traverser le désert en voiture. On pouvait aussi passer par l'Égypte, ou faire tout le trajet en train, si on en avait vraiment envie. Mais aujourd'hui, les visas étaient difficiles, voire impossibles à obtenir, et ils risquaient d'être périmés au moment où vous les receviez. Bagdad se trouvait dans la zone sterling, si bien que l'argent n'était pas un problème. C'est-à-dire au sens que donnait à ce mot un employé de banque. En fait, se rendre à Bagdad était simple comme bonjour, tant que vous aviez en poche une centaine de livres en liquide. Comme la fortune de Victoria s'élevait pour l'heure à 3 livres, 10, moins 9 pence, auxquels il convenait d'ajouter 12 shillings, plus ces 5 livres de la caisse d'épargne, la méthode simple et directe semblait hors de question. Elle demanda à tout hasard si on avait besoin d'hôtesse de l'air, mais elle s'entendit répondre que c'étaient des places très courues, pour lesquelles il existait des listes d'attente. Victoria se rendit ensuite à l'agence Saint-Gildrick, où Miss Spencer, assise bien droite derrière son bureau impeccablement tenu, l'accueillit comme elle le faisait pour tous ceux qui étaient condamnés à fréquenter ces lieux à intervalles réguliers. « Voyons, Miss Jones. »« Ne me dites pas que vous êtes encore sans emploi, moi qui espérais tant que cette dernière place. »« Une abomination, » répliqua Victoria d'une voix ferme. « J'ose à peine vous décrire ce que j'ai dû endurer. » Une aimable rougeur colora les joues de Miss Spencer. « Ne me dites pas que... Oh non, il ne m'avait pas du tout fait l'impression d'être ce genre d'individu. Certes, il m'avait bien paru un peu mal dégrossi, mais j'espère qu'il n'a pas été jusqu'à... » « Tout est bien qui finit bien, » dit Victoria qui parvint à afficher un petit sourire plein d'une saine vaillance. « Je suis capable de me défendre. »« Oh, bien sûr, mais c'est tellement odieux. »« Oui, » répondit Victoria, « c'est odieux, en effet. Mais enfin... » Elle recommença à sourire avec courage. Miss Spencer consulta ses dossiers. « Le secours de Saint-Léonard aux mères célibataires cherche une dactylo, releva-t-elle. Évidemment, le salaire n'est pas gras. »
Est-ce que vous n'auriez pas par hasard un poste à Bagdad ? S'enquit à brûle-pourpoint Victoria. À Bagdad ? Répéta Miss Spencer, ahurie. Victoria comprit qu'elle aurait pu tout aussi bien lui demander une place au Kamtchatka ou au pôle Sud. « J'aimerais vraiment aller à Bagdad, fit-elle. Je ne crois pas que... Comme secrétaire, vous voulez dire ? Peu importe, répondit Victoria. Comme infirmière, comme cuisinière, ou pour garder un cinglé, ce qu'il y aura. Miss Spencer secoua la tête. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous donner beaucoup d'espoir. Hier, j'avais une dame avec 2 petites filles qui proposait un billet pour l'Australie. Victoria écarta l'Australie d'un geste de la main. Elle se leva. Si vous entendez parler de quelque chose, juste le prix du voyage, c'est tout ce dont j'ai besoin. Répondant à la curiosité qu'elle lut dans les yeux de Miss Spencer, elle expliqua. J'ai, de la famille, là-bas. Et d'après ce que j'ai compris, on y trouve des tas de petits jobs très bien payés. Seulement, bien sûr, l'essentiel, c'est d'être sur place. Oui, se répéta-t-elle en sortant de l'agence Saint-Gildrick. L'essentiel, c'est d'abord et avant tout que je sois sur place. Elle avait une raison supplémentaire de sentir la moutarde lui monter au nez, à savoir que, comme cela se produit immanquablement lorsque votre attention est concentrée sur un nom ou un sujet particulier, tout semblait brusquement conspirer à l'obliger à penser à Bagdad. Un court entrefilet dans le quotidien du soir qu'elle acheta avant de prendre l'autobus pour rentrer chez elle disait que le professeur Poundsfoot Jones, le célèbre archéologue, venait d'entreprendre des fouilles sur l'emplacement de l'ancienne cité de Murik, à 200 km de Bagdad. Un placard publicitaire indiquait les lignes maritimes jusqu'à Bassora, d'où l'on prenait un train à destination de Bagdad, de Mossoul, etc. Sur le vieux journal qui garnissait le fond du tiroir où elle rangeait ses bas, quelques lignes à propos d'étudiants de Bagdad lui sautèrent aux yeux. Le film « Le voleur de Bagdad » était à l'affiche du cinéma de son quartier et, dans la vitrine de la librairie à laquelle elle jetait toujours un coup d'œil, une nouvelle biographie d'Haroun el-Charid, calife de Bagdad, était placée bien en vue. Le monde entier, lui semblait-il, avait soudain conscience de l'existence de Bagdad. Quant à elle, jusqu'à cet après-midi, vers 2h moins le quart, elle n'avait jamais entendu parler de Bagdad et n'y avait jamais accordé la moindre pensée. Elle n'avait guère de chance d'arriver jusque là-bas, mais ce n'était pas pour autant une raison de renoncer à son projet. Elle possédait des trésors d'imagination et envisageait l'existence avec optimisme. Pour elle, quand vous vouliez faire quelque chose, il y avait toujours un moyen d'y parvenir. Elle passa la soirée à dresser une liste d'approches possibles du problème. Celle-ci se présentait comme suit. Essayer le Foreign Office ? Faire paraître une petite annonce ? Voir la légation de l'Irak ? Les importateurs de dates ? Les compagnies de navigation ? Le British Council ? Le bureau d'information de Selfridge ? Le bureau du conseil civique ? Rien de tout cela, elle devait en convenir, ne semblait très prometteur. Elle ajouta à sa liste « Comment se débrouiller pour dégoter 100 livres sterling ?» Conséquence immédiate de ses efforts de concentration de la veille au soir, ou satisfaction inconsciente de n'avoir plus à pointer à 9h précises, Victoria dormit plus longtemps qu'à l'accoutumée. Elle se réveilla à 10h05, se leva d'un bond et s'habilla sans perdre de temps. Elle passait un ultime coup de peigne dans sa tignasse brune lorsque le téléphone sonna. Elle décrocha. C'était Miss Spencer, apparemment fort agitée. « Je suis si heureuse de vous joindre, ma chère. C'est vraiment la plus extraordinaire des coïncidences. »« Oui, » haleta Victoria. « Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une coïncidence ahurissante. Une certaine Mrs. Hamilton Clipp, qui part pour Bagdad dans 3 jours, s'est cassé le bras et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider pendant son voyage. Je vous ai appelé immédiatement. Bien sûr, je ne sais pas si elle n'a pas contacté d'autres agences de placement. Je cours chez elle, dit Victoria. Où est-elle ? Au Savoy. C'est quoi, déjà, ce nom idiot ? Trip ? Clip, ma chère. Comme un clip, mais avec 2 P. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis sûre que c'est une américaine, conclut Miss Spencer, comme si cela expliquait tout. Mrs. Clip au Savoy. Mr. and Mrs. Hamilton Clipp,
En fait, c'est le mari qui m'a téléphoné. « Vous êtes un amour !» s'exclama Victoria. « Au revoir !» Elle donna rapidement un coup de brosse à son tailleur, en déplorant qu'il ne fût pas plus pimpant, se recoiffa dans l'espoir de dissimuler l'exubérance de ses cheveux et de les faire correspondre davantage au personnage d'ange tutélaire et de voyageuse expérimentée qu'elle voulait incarner. Puis, elle prit le certificat de Mr. Greenholz et hocha la tête. « Nous devrions arriver à faire mieux que ça », décréta-t-elle. Elle grimpa dans un autobus de la ligne numéro 19, descendit à Green Park et entra au Ritz. Le coup d'œil rapide au quotidien qu'une femme lisait devant elle, dans le bus, s'était révélé profitable. Elle se rendit directement dans le salon de correspondance de l'hôtel et rédigea sur le papier à l'entête de l'établissement quelques lignes élogieuses de Lady Cynthia Bradbury qui, d'après le journal, venait de quitter l'Angleterre à destination de l'Afrique orientale. « Excellente garde-malade », écrivit Victoria, « et éminemment fiable dans tous les domaines. » Elle quitta le Ritz, traversa la rue et remonta Albemarle Street jusqu'au Balderton's Hotel, établissement qui recrutait le plus clair de sa clientèle parmi le haut clergé et les douairières de province. Là, d'une écriture moins nerveuse et avec de petits « e » grecs bien nets, elle s'inventa une recommandation de l'évêque de Langau. Ainsi pourvue, elle prit un autre autobus de la ligne 9 et rejoignit le Savoy. À la réception, elle demanda Mrs. Hamilton Clipp, donna son nom et indiqua qu'elle venait de la part de l'agence Saint-Gildrick. Au moment où il allait décrocher le téléphone, l'employé suspendit son geste, regarda dans le hall et dit « Ah, voici justement Mr. Hamilton Clipp. » C'était un Américain long comme un jour, sans pain, et maigre comme carême. Cheveux gris et l'air imprégné de douceur, il s'exprimait avec une lenteur délibérée. Victoria se présenta et mentionna l'agence. « Eh bien, Miss Jones, le mieux serait de monter tout de suite voir Mrs. Clipp. Elle est encore dans notre suite. Je crois qu'elle avait un entretien avec une autre jeune femme, mais elle a peut-être maintenant fini. » La panique serra le cœur de Victoria. Se peut-il qu'on soit parfois si près du but et si loin tout à la fois ? Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Ils s'engageaient dans un long corridor moquetté de sombre quand une jeune femme franchit une porte à l'autre extrémité et vint à leur rencontre. Victoria se crut victime d'une hallucination, comme si elle se voyait elle-même en train d'approcher. C'était peut-être, pensa-t-elle, que le tailleur sur mesure de l'inconnu était exactement ce qu'elle aurait aimé porter. Il m'irait drôlement bien, à moi aussi. Ric-rac ma taille. Qu'est-ce que j'aimerais l'en dépioter et l'enfiler à sa place, se dit-elle, renouant soudain avec l'ancestrale sauvagerie féminine. L'inconnu les croisa. Un petit chapeau de velours perché sur un côté de sa blonde chevelure lui cachait une partie du visage. Mais Mr. Hamilton Clipp se retourna sur elle d'un air étonné. « Eh bien, ça alors » marmonna-t-il à part lui. « Qui l'eût cru ? Anna Schiele ?» Il ajouta, en guise d'explication. « Excusez-moi, Miss Jones, je viens d'avoir la surprise de tomber sur quelqu'un que j'ai vu à New York pas plus tard que la semaine dernière. C'est la secrétaire particulière du patron de l'une de nos grandes banques internationales. » Tout en parlant, Mr. Hamilton Clipp s'était arrêté devant la porte d'une chambre. La clé était dans la serrure. Il frappa un petit coup bref, ouvrit et s'effaça pour laisser passer Victoria. Mrs. Hamilton Clipp, assise dans un fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, bondit sur ses pieds à leur entrée. C'était une femme de petite taille, aux yeux pénétrants, qui faisait penser à ceux d'un oiseau. Elle avait le bras droit dans le plâtre. Son mari lui présenta Victoria. « Non, mais faut-il que je joue de malchance, vraiment ?» s'exclama Mrs. Clipp, qui semblait du genre perpétuellement hors d'haleine. « Dire que nous étions là, avec un itinéraire tout prêt, que nous profétions de Londres, que tous nos plans étaient faits et mon billet déjà acheté. Je me rends chez ma fille, qui est mariée là-bas en Irak, voyez-vous, Miss Jones. Bientôt 2 ans que je ne l'ai pas vue. Et ne voilà-t-il pas que je fais une chute ? À l'abbaye de Westminster, pour être précise. Ces marches de pierre, il a fallu que j'en rate une. Et v'lan !
On m'a tout de suite transportée à l'hôpital, où on m'a réduit ma fracture et plâtrée. Et, à tout prendre, ce n'est pas trop douloureux. Mais bon, je suis pratiquement invalide. Et comment je vais me débrouiller pour voyager? Je n'en ai pas la moindre idée. Avec ça que Georges est coincé ici par ses affaires et ne pourra pas se mettre en route avant 3 semaines au bas mot. Il m'a bien suggéré d'engager une infirmière. Mais après tout, une fois là-bas, je n'ai pas besoin d'une infirmière sur le dos du matin au soir. Sadie pourra se débrouiller pour parer au nécessaire. Surtout que ça supposerait qu'on lui paye aussi son voyage de retour. Ce qui fait que j'ai eu l'idée de téléphoner aux agences de placement pour voir si je n'y dénicherais pas quelqu'un qui serait disposé à m'accompagner en échange de ses frais de voyage jusque là-bas. « Je ne suis pas à proprement parler une infirmière, » dit Victoria en s'arrangeant pour laisser entendre que c'était pourtant pratiquement ce qu'elle était. « Mais j'ai une bonne expérience de ce genre de situation. » Elle produisit le premier certificat. « Je suis restée plus d'1 an chez Lady Cynthia Bradbury. Et si vous avez de la correspondance ou du secrétariat à faire, j'ai servi de secrétaire à mon oncle pendant quelques mois. Mon oncle, ajouta-t-elle avec modestie, est l'évêque de Lango. Ainsi, votre oncle est évêque? Mon Dieu, comme c'est intéressant. Les deux Hamilton Clip étaient incontestablement impressionnés, pensa Victoria. Et ils le pouvaient, après le mal qu'elle s'était donné. Mrs. Hamilton Clip tendit les 2 certificats à son époux. « Cela semble tout à fait merveilleux, » dit-elle, non sans un certain respect. « Absolument providentiel. C'est la réponse à nos prières. » « Et pas qu'aux vôtres, » se dit in petto Victoria. « Vous allez embrasser une situation là-bas, ou retrouver un parent, s'enquit Mrs. Hamilton Clip. Dans les mois de la fabrication des certificats, Victoria avait complètement oublié qu'elle devrait expliquer pourquoi elle se rendait à Bagdad. Prise au dépourvu, il lui fallut improviser très vite. L'entrefilet qu'elle avait lu la veille dans le journal lui revint à l'esprit. « Je vais rejoindre mon oncle, le professeur Pauncefoot Jones, » répondit-elle. « Vraiment? L'archéologue? » « Oui. » Pendant un instant, Victoria se demanda si elle ne se dotait pas d'une trop grande cohorte d'oncles distingués. « Ces travaux m'intéressent terriblement, » enchaîna-t-elle néanmoins, « mais bien sûr, je n'ai aucune qualification particulière. Et il n'était donc pas question pour sa mission de payer mon voyage. Ils n'ont pas tellement d'argent à gaspiller. Mais si je parviens à me déplacer par mes propres moyens, je peux les retrouver et me rendre utile. » « Ce doit être passionnant, » intervint Mr. Hamilton Clip. « Et la Mésopotamie est certainement un immense champ d'investigation pour l'archéologie. »« J'ai bien peur, » dit Victoria en se tournant vers Mrs. Clip, « que mon oncle l'évêque soit en Écosse en ce moment. Mais je peux vous donner le numéro de sa secrétaire. Elle se trouve actuellement à Londres, Pimlico 87 693. C'est à Fulham Palace. Elle y sera à partir de... » Les yeux de Victoria se posèrent sur la pendule qui coiffait le manteau de la cheminée. « De 11h30, si vous voulez l'appeler pour lui demander des renseignements sur mon compte. »« Oh, mais je suis persuadée que... » commença Mrs. Clip. Son mari l'interrompit. « Le temps presse, tu sais. Cet avion part après-demain. Bon, avez-vous un passeport, Miss Jones ?»« Oui. » Victoria se félicita de ce que, grâce à un court séjour en France l'année précédente, son passeport soit encore valable. « Je l'avais apporté à tout hasard, » ajouta-t-elle. « Voilà ce que j'appelle de l'efficacité, » dit Mr. Clip d'un ton approbateur. Si une autre candidate avait été dans la course, elle était manifestement désormais hors circuit. Grâce à ses bonnes recommandations, à ses oncles et à son passeport tout prêt, Victoria avait enlevé le morceau. « Il vous faudra les visas nécessaires, » dit Mr. Clip en prenant son passeport. « J'irai voir notre ami Mr. Burgeon à l'American Express et il réglera tout. Il vaudrait peut-être mieux que vous repassiez ici cet après-midi pour signer ce qu'il pourrait y avoir à signer. » Victoria acquiesça. Au moment où la porte de la suite se refermait derrière elle, elle entendit Mrs. Hamilton Clip qui disait à Mr. Hamilton Clip « Une fille si gentille et d'une telle franchise. Quelle chance nous avons !» Victoria eut l'élégance de rougir. Elle regagna en hâte son appartement et s'assit près de son téléphone,
prête à adopter l'accent distingué et courtois d'une secrétaire d'évêque, au cas où Mrs. Clip appellerait pour avoir la confirmation de ses capacités. Mais Mrs. Clip, à l'évidence, avait été si impressionnée par la franchise de Victoria qu'elle avait décidé de ne pas perdre son temps avec ses considérations d'ordre technique. Après tout, elle ne l'engageait que pour quelques jours, et comme compagne de voyage tout au plus. Les papiers furent remplis et signés, les visas obtenus dans les délais souhaités, et Victoria fut invitée à passer au Savoy sa dernière nuit, afin d'être sur place pour aider Mrs. Clip à se mettre en route le lendemain matin à 7 heures pour les locaux d'Airways, puis l'aérodrome d'Heathrow. Chapitre 5. Le bateau, qui était sorti des marais 2 jours plus tôt, avançait doucement sur le Chat al-Arab. Le courant était rapide, et le vieil homme qui dirigeait l'embarcation n'avait pas grand-chose à faire. Ses mouvements étaient légers et rythmés. Les yeux mi-clos, il chantait d'une voix basse une mélopée arabe qui semblait n'avoir pas de fin. Asri bi lel ya yamali, adi alek ya ibn Ali. C'était ainsi qu'Abdul Suleiman, arabe des marais, avait maintes fois descendu le fleuve jusqu'à Bassora. Cette fois, il y avait un autre homme à son bord, un personnage comme on en rencontre souvent de nos jours, vêtu d'un triste mélange d'habits orientaux et occidentaux. Par-dessus une djellaba à rayures, il portait une affreuse tunique kaki, vieille, sale et déchirée, et, autour du cou, une écharpe tricotée d'un rouge passé. Seul son couvre-chef attestait l'ancienne dignité du costume arabe. L'inévitable kéfi noir et blanc, tenu en place par un haggal de soie noire. Ses yeux, perdus dans le vague, contemplaient sans la voir la rive du fleuve. Finalement, il se mit lui aussi à fredonner, sur le même rythme lourd et lancinant que son compagnon. Rien ne distinguait cet homme de milliers d'autres dans le paysage mésopotamien. Rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un Anglais dépositaire d'un secret que de puissants personnages, dans presque tous les pays du monde, s'efforçaient d'intercepter et de faire disparaître avec son détenteur. Il revécut confusément les semaines précédentes, l'embuscade dans les montagnes, la neige glacée qui soufflait par la passe, la caravane de chameaux, les 4 jours de marche harassante dans le désert en compagnie des 2 hommes qui charriaient un cinéma transportable, la vie sous la tente noire et le voyage avec la tribu des Anésés, ses vieux amis. Toutes les difficultés, tous les dangers qu'il avait courus à se faufiler sans cesse à travers un cordon d'hommes bien décidés à l'intercepter. Henry Carmichael, agent britannique, environ 30 ans, cheveux bruns, yeux noirs, 1,79 m, parle arabe, kurde, persan, arménien, hindoustani, turc et différents dialectes des montagnes, protégé par les tribus, dangereux. Carmichael était né à Kashgar, où son père était fonctionnaire du gouvernement britannique. Tout enfant, il avait bégayé des dialectes et des patois indigènes. Ses nurses, et plus tard ses porteurs, avaient été de bien des races différentes. Il avait des amis dans presque toutes les régions isolées du Moyen-Orient. Ce n'était que dans les villes, grandes ou petites, que ses contacts lui feraient défaut. Maintenant qu'il approchait de Bassora, il savait que le moment critique de sa mission était arrivé. Tôt ou tard, il devrait retrouver la civilisation. Bagdad était sa destination finale, mais il avait jugé plus prudent de ne pas s'y rendre directement. Dans chaque cité irakienne, des points de chute étaient à sa disposition, soigneusement négociés des mois auparavant. On avait laissé à son flair et à sa connaissance du terrain le choix de ses étapes. Il n'en avait pas soufflé mot à ses supérieurs, ni même rien communiqué par les réseaux détournés qu'il aurait pu utiliser. C'était plus sûr ainsi. Le plan facile, un avion l'attendant à l'endroit prévu, avait échoué, comme il s'était fort bien douté que tel serait le cas. Ses ennemis étaient au courant de ce rendez-vous. Une fuite, toujours ces fuites catastrophiques, inexplicables. Et c'était ça qui attisait le sentiment qu'il éprouvait d'un danger qui ne cessait de croître. Ici, à Bassora, alors que le salut était proche, quelque chose lui disait qu'il courait davantage de risques qu'il n'en avait affronté tout au long de sa périlleuse expédition. Échouer si près du but. Est-il perspective plus insupportable ?
Tout en tirant en cadence sur ses rames, le vieil arabe murmura sans tourner la tête. « Le moment approche, mon fils. Qu'Allah soit avec toi. Ne t'attarde pas en ville, mon père. Retourne au marais. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur à cause de moi. Ce sont les décrets d'Allah. Tout est entre ses mains. » Et Inch'Allah, répéta Carmichael. L'espace d'un instant, il regretta profondément d'être un occidental, alors que tout eût été tellement plus simple si du sang d'oriental avait coulé dans ses veines. Ne s'inquiéter ni de ses chances de succès, ni de ses possibilités d'échec, ne pas calculer et recalculer les risques encourus, ne pas se demander sans cesse si ses plans étaient sages et prudents. Laisser la responsabilité à celui qui est toute miséricorde et toute sagesse. Inch'Allah. Je réussirai. Il lui suffit de se répéter cette formule pour sentir le calme et le fatalisme de ce pays s'emparer de son être tout entier, sensation qu'il accueillit avec gratitude. Dans quelques instants, il allait devoir abandonner la sécurité de l'embarcation, parcourir les rues de la ville, soutenir le feu roulant des regards inquisiteurs. Pour réussir, il ne lui suffirait pas de ressembler à un arabe. Il lui faudrait penser, sentir comme un arabe. Ils s'engagèrent doucement dans un chenal qui formait un angle droit avec le fleuve. Toutes sortes d'embarcations y étaient amarrées. Des barques les précédaient et d'autres les suivaient. C'était un spectacle enchanteur que ces bateaux, avec leurs hautes proues contournées et leurs peintures aux couleurs mélangées par le soleil. On ne pouvait s'empêcher de songer à Venise. Il y en avait des centaines attachées bord à bord. Le vieil homme demanda à voix basse. « Le moment est venu. Est-ce qu'on a pris des dispositions pour toi ? » ?»« Oui, mes plans sont prêts. C'est l'heure pour moi de te quitter. Puisse Dieu aplanir ton chemin et allonger les jours de ton existence. » Carmichael arrangea les pans de sa djellaba rayée et gravit les marches de pierre glissantes qui montaient vers le quai. Tout autour de lui, il retrouva les silhouettes familières des bords du fleuve. Enfants qui vendaient des oranges, accroupis à côté de leurs plateaux de marchandises, entassements de gâteaux et de sucreries, monticules de lacets, de peignes, de 4 sous, d'élastiques, flâneurs recueillis qui allaient et venaient, leurs chapelets cliquetant entre leurs doigts et qui crachaient périodiquement par terre avec un bruit de gorge qu'on ramonne. De l'autre côté de la rue, où s'élevaient les boutiques et les banques, de jeunes effendis, habillés à l'occidental de complets vestons mauve pourprés, se déplaçaient d'un pas rapide. On voyait aussi des Européens, et pas seulement des Anglais. Personne ne s'intéressa à cet Arabe qui, parmi 50 autres peut-être, venait de prendre pied sur le quai. Carmichael s'éloigna à pas lents, et tout en regardant autour de lui, avec juste ce qu'il fallait d'émerveillement puéril. De temps à autre, il se raclait la gorge et crachait par terre, mais pas trop fort, pour rester dans la note. À 2 reprises, il se moucha dans ses doigts. Ainsi, le nouveau venu se dirigea-t-il vers la ville. Ainsi, franchit-il le pont à l'extrémité du canal et s'enfonça-t-il dans les souks. Là, tout était vacarme et effervescence. Des Arabes énergiques se frayaient un chemin dans la foule en se bousculant. Des ânes lourdement chargés avançaient, guidés par les appels rauques de leurs conducteurs. « Balek, Balek !» Des gamins se chamaillaient et couraient derrière les Européens en hurlant, pleins d'espoir. « Bakchiche, madame, bakchiche ! Mesquine, mesquine !» Ici, les produits de l'Occident et ceux de l'Orient se vendaient indifféremment côte à côte. Des poêles à frire en aluminium, des tasses et leurs soucoupes, des théières, des ustensiles de cuivre martelés, de l'argenterie d'Armara, des montres de pacotille, des poteries émaillées, des broderies et des tapis de Perse aux motifs colorés, des coffres du Koweït aux ferrures de cuivre, des vestes et des pantalons d'occasion, et jusqu'à des brassières d'enfants en tricot, des dessus de lit matelassés de fabrication locale, des lampes au verre peint, des pyramides de jarres et de pots d'argile. Toute la bimbeloterie d'une prétendue civilisation disséminée au milieu des productions artisanales du pays. Tout était normal, tout était comme d'habitude. Après ce long séjour dans des zones plus sauvages, ce remue-ménage et cette confusion étonnaient Carmichael. Mais tout allait bien. Il ne détectait aucune fausse note et personne n'avait l'air de s'intéresser à lui. Et pourtant,
avec l'instinct de celui qui sait, depuis des années, ce que c'est que d'être traqué, il ressentait un malaise croissant, l'impression d'une menace. Il ne voyait rien de bizarre autour de lui, personne ne l'avait regardé, personne, il en était presque sûr, ne le suivait ni ne le surveillait. Et malgré tout, il avait la certitude indéfinissable d'un danger. Il obliqua dans une ruelle sombre, tourna à droite, puis à gauche. Là, au milieu de la myriade d'échoppes et d'éventaires, il parvint à l'entrée d'un khan et s'engagea sous son porche voûté. Plusieurs boutiques s'alignaient tout autour de la cour. Il s'arrêta devant celle où pendaient des ferrois, ces vestes en peau de mouton fabriquées dans le Nord. Le propriétaire était en train d'offrir du café à un client, remarquable barbu de haute taille et d'allure distinguée, dont le tarbouche s'ornait d'un ruban vert, indiquant par là qu'il s'agissait d'un hadji, un musulman qui avait fait le pèlerinage de la Mecque. Carmichael palpa un ferrois. « Bêche Ada » demanda-t-il. « 7 dinars. »« Trop cher. » Le hadji demanda. « Vous livrerez les tapis à mon khan ?»« Sans faute, répondit le marchand. Vous partez demain ? » ?»« À l'aube, pour Karbala. »« C'est ma ville, Karbala, » intervint Carmichael. « Ça fait 15 ans maintenant que je n'ai plus vu le tombeau d'Al-Hussein. »« C'est une ville sainte, » dit le hadji. Sans se retourner, le marchand expliqua à Carmichael. « Il y a des ferrois meilleur marché à l'intérieur. »« Ce que je veux, » dit Carmichael, « c'est un ferrois blanc fait dans le Nord. J'en ai un dans l'arrière-boutique. » Le marchand lui indiqua la porte ouverte dans le mur du fond. Le rituel s'était déroulé suivant la procédure prévue. Une conversation telle qu'on en pouvait entendre tous les jours dans n'importe quel souk. Mais l'enchaînement était exact. Les mots-clés étaient tous là. Karbala, ferrois blanc. Ce fut seulement lorsque Carmichael traversa la boutique et se dirigea vers la pièce du fond qu'il regarda le visage du marchand. Ce n'était pas celui qu'il s'attendait à rencontrer. Il n'avait vu son contact qu'une seule fois, mais sa mémoire sans faille ne le trompait pas. La ressemblance était frappante, mais ce n'était pas le même homme. Il s'immobilisa et lui demanda, sans trop laisser poindre sa surprise. « Où est donc Salah Hassan ?»« C'était mon frère. Il est mort il y a 3 jours. J'ai repris ses affaires. » Oui, il s'agissait probablement de son frère. La ressemblance était criante. Et le dit frère était peut-être employé, lui aussi, par l'intelligence service. Les réponses codées avaient été on ne peut plus correctes. Et cependant, Carmichael était plus que jamais sur ses gardes lorsqu'il pénétra dans l'arrière-boutique obscure. Ici aussi, les marchandises étaient entassées sur les étagères, des cafetières et des marteaux à sucre en laiton et en cuivre, de la vieille argenterie perse, des monceaux de broderie, des abats, vestes sans manches, en laine de chameau ou de chèvre, des plateaux et des services à café émaillés de Damas. Un ferrois blanc était soigneusement plié sur une table basse. Carmichael s'approcha et le souleva. Dessous, il découvrit comme prévu des vêtements européens. Un complet de bureau, usé et un tantinet tape à l'œil. Le portefeuille qui contenait de l'argent et des papiers d'identité se trouvait déjà dans la poche de poitrine. Un arabe anonyme était entré dans la boutique, et ce serait Mr. Walter Williams de chez Cross & Sea, importateur et agent maritime, qui en ressortirait pour se rendre à certains rendez-vous déjà pris pour lui. Naturellement, il existait un authentique Walter Williams. Ce genre d'entreprise exige des précautions, doté d'un passé professionnel respectable et bien connu. Tout se déroulait comme prévu. Avec un soupir de soulagement, Carmichael se mit à déboutonner sa vareuse militaire en lambeaux. Oui, tout allait bien. Si l'arme choisie avait été le revolver, la mission de Carmichael aurait connu son terme en cet endroit précis et à ce moment-là. Mais le poignard a ses avantages. En particulier le silence qui entoure son maniement. Devant lui, sur l'étagère, était posée une grosse cafetière de cuivre récemment polie à la demande d'un touriste américain qui devait passer la chercher. Le reflet de l'arme s'inscrivit sur sa surface brillante et rebondie. Une image complète, déformée, mais reconnaissable.
un homme s'était glissé dans les tentures derrière Carmichael. Et cet homme venait de sortir de ses vêtements un poignard à la longue lame courbe. Une seconde encore, et cette lame se plantait dans le dos de Carmichael. Vif comme l'éclair, Carmichael se retourna. D'une prise basse pratiquée à la volée, il plaqua son adversaire à terre. Le poignard vola à travers la pièce. Carmichael se dégagea rapidement, sauta par-dessus son assaillant, traversa en courant la boutique, où il eut le temps de noter au passage l'étonnement sur le visage hostile du marchand et la surprise du gros et placide Hadji. L'instant d'après, il était dehors, sortait du khan et se retrouvait dans les souks bondés. Il tourna une fois à droite, une autre à gauche, et se remit à flâner, attentif à ne montrer aucune précipitation dans un pays où toute hâte est inhabituelle. Et tandis qu'il déambulait ainsi, apparemment sans but, et s'arrêtait de-ci, de là, pour examiner une étoffe ou éprouver le grain d'un tissu, son cerveau bouillonnait. La machine était détraquée. Une fois encore, il se retrouvait seul, dans un environnement hostile, et il comprenait la fâcheuse signification de ce qui venait de se passer. Ses ennemis, ce n'étaient pas seulement ceux qui le poursuivaient et qui contrôlaient les frontières de la civilisation. Il y en avait d'autres à l'intérieur même du système. Les mots de passe étaient connus, les réponses correctes avaient été immédiatement données, l'attaque avait été minutée pour le moment précis où ils se croiraient en sécurité. Pas surprenant, d'ailleurs, qu'il y eût des traîtres infiltrés chez eux. S'introduire au cœur même du dispositif adverse avait toujours été le but de tout belligérant. Voire même acheter dans la place les hommes dont on avait besoin. Acheter quelqu'un était plus facile qu'on ne l'imaginait. Il est, pour ce faire, bien d'autres monnaies que l'argent. Bah, et puis, qu'importait la façon dont ils y étaient parvenus. Ils avaient réussi leur coup. Et lui, il se retrouvait traqué, abandonné à ses seules facultés de survie, sans argent, sans le secours d'une nouvelle identité, et à la merci d'un ennemi implacable qui connaissait désormais son apparence. Qui sait si, en ce moment même, il n'était pas suivi? Mais il ne se retourna pas. À quoi bon? À ce petit jeu, ses poursuivants n'étaient pas des novices. Tout en échafaudant fiévreusement les plans les plus divers, il continua à flâner avec une nonchalance simulée. Finalement, il quitta les souks et franchit un petit pont au-dessus du canal. Il poursuivit son chemin jusqu'au moment où il aperçut le gros écusson peint au-dessus de la porte et l'inscription « Consulat britannique ». Il jeta un coup d'œil des deux côtés de la rue. Personne ne semblait lui accorder la moindre attention. Rien ne paraissait plus facile que de pénétrer dans le consulat. Il pensa un instant à une souricière et à son morceau de fromage alléchant. Ça aussi, c'était simple et radical pour une souris. Bah, il fallait tenter le coup. Il ne voyait d'ailleurs pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Il s'engouffra entre les battants du portail.